Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, l'écrivain de qui il va être question aujourd'hui n'est généralement pas considéré comme un poète et encore moins estimé digne d'être placé au panthéon des poètes. Et si réputation ou légende il y a, il est surtout connu pour la longueur de ses phrases qui, aux yeux de lecteurs trop paresseux, le mettent au rang de ce que l'un de ses personnages principaux nomme avec vindicte un ennuyeux. Connu aussi restera le refus que la maison d'édition Gallimard opposera au manuscrit du premier texte qui ouvre la grande saga romanesque à la recherche du temps perdu du côté de chez Swann. Pour ce qui est de la longueur des phrases, voici ce qu'en livre le dictionnaire amoureux de Marcel Proust, composé par Jean-Paul Enthoven et son fils, le philosophe Raphaël Enthoven. Contrairement à une légende tenace, Marcel Proust n'écrit pas toujours long. Jean-Yves Tadier, précieux géomètre, estime même que les 2/3 des phrases proustiennes sont brèves et teintes comme celles des stylistes du XVIIIe siècle. À titre d'exemple, il cite celle-ci qui l'émeut, bien qu'elle soit plus longue qu'il ne le prétend. « Là où la vie emmure, l'intelligence perce une issue » ou bien celle-ci, peut-être la plus courte de toute la recherche, « bouleversement de toute ma personne ». Pourtant, rien n'y fait. La légende du Proust trop long est tenace. Mais la véritable question est celle-ci. Peut-on envisager, s'agissant de Marcel Proust, mais on pourrait aussi évoquer Julien Gracq et tant d'autres, peut-on donc envisager de dépasser le clivage entre roman et poésie ? La lecture d'un premier texte montrera une volonté de transcender les divisions entre les genres, puisqu'il brasse nommément, dans et par l'écriture, la nature morte, envisagée sous l'angle de son âge d'or, le XVIIe siècle, et la poésie. Il s'agit d'un extrait de « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », un des 10 volumes de l'édition de poche que j'utilise, l'édition Garnier-Flammarion, pour l'ensemble de La recherche du temps perdu. Je restais maintenant volontiers à table pendant qu'on desservait, et si ce n'était pas un moment où les jeunes filles de la petite bande pouvaient passer, ce n'était plus uniquement du côté de la mer que je regardais. Depuis que j'en avais vu dans des aquarelles d'Elstir, je cherchais à retrouver dans la réalité, j'aimais comme quelque chose de poétique, le geste interrompu des couteaux encore de travers, la rondeur bombée d'une serviette défaite, où le soleil intercale un morceau de velours jaune, le verre à demi vidé, qui montre mieux ainsi le noble évasement de ses formes, et au fond de son vitrage translucide, et pareil à une condensation du jour, un reste de vin sombre, mais scintillant de lumière, le déplacement des volumes, la transmutation des liquides par l'éclairage, l'altération des prunes, qui passent du vert au bleu et du bleu à l'or, dans le compotier déjà à demi dépouillé, la promenade des chaises vieillottes, qui 2 fois par jour viennent s'installer autour de la nappe dressée sur la table, ainsi que sur un autel où sont célébrées les fêtes de la gourmandise, et sur laquelle, au fond des huîtres, quelques gouttes d'eau lustrale restent, comme dans de petits bénitiers de pierre. J'essayais de trouver la beauté là où je ne m'étais jamais figuré qu'elle fût, dans les choses les plus usuelles, dans la vie profonde des natures mortes.
La confusion des genres, ou à tout le moins la tentative d'en interroger les frontières, se marque dans l'obsession picturale du romancier. Non seulement parce que le cycle romanesque interroge la création picturale, en la personne du personnage peintre Elstir, mais aussi, par exemple, lorsqu'il s'agit, à l'instar du peintre Édouard Manet, de peindre un légume qu'on pourrait croire banal et prosaïque, les asperges. Voici comment, dans le volume Du côté de chez Swann, voici comment Marcel Proust les évoque. Je m'arrêtais à voir sur la table où la fille de cuisine venait de les écosser les petits pois alignés et nombrés comme des billes vertes dans un jeu. Mais mon ravissement était devant les asperges, trempées d'outre-mer et de rose, et dont l'épi, finement pignoché de mauve et d'azur, se dégrade insensiblement jusqu'aux pieds, encore souillés pourtant du sol de leur plan, par des irisations qui ne sont pas de la terre. Il me semblait que ces nuances célestes trahissaient les délicieuses créatures qui s'étaient amusées à se métamorphoser en légumes et qui, à travers le déguisement de leur chair comestible et ferme, laissaient apercevoir en ces couleurs naissantes d'aurore, en ces ébauches d'arc-en-ciel, en cette extinction de soir bleu, cette essence précieuse que je reconnaissais encore quand, toute la nuit qui suivait un dîner où j'en avais mangé, elles jouaient, dans leurs farces poétiques et grossières, comme une féerie de Shakespeare, à changer mon pot de chambre en un vase de parfum. Dans le dictionnaire qu'on a cité, le dictionnaire amoureux de Marcel Proust, voici ce qui est précisé. Précisons également que les asperges d'Elstir sont bien sûr celles de Manet. Quand Swann conseille au duc de Guermantes d'acheter ce tableau pour 300 francs, le duc se récrie « 300 francs une botte d'asperges ? Un louis, voilà ce que ça vaut, même en primeur !» Ce bon mot, Proust le tenait de Charles Ephrussi, qui acheta son tableau à Manet, qui en voulait 800 francs. Ephrussi, finalement, donna 1000 francs à Manet. Quelques mois plus tard, le collectionneur reçut un petit tableau représentant une seule asperge avec ce mot charmant du peintre. Il en manquait une. Cette asperge solitaire se trouve aujourd'hui au musée d'Orsay, non loin du déjeuner sur l'herbe dont elle semble s'être échappée. Alors, obsession picturale et parcours poétique, me semble-t-il, se conjuguent encore
dans des leitmotifs qui parcourent l'ensemble du cycle romanesque, bâtissant, tissant et tressant ainsi les arcs-boutants ou les nervures de cette cathédrale ambitionnée par son créateur. Ainsi en est-il d'un des thèmes récurrents, voire obsessionnels, de la recherche du temps perdu, en l'espèce les aubépines. Là encore, une synesthésie s'opère entre l'odeur, la vision et presque l'ouïe. Il s'agit encore d'un extrait du premier volume qui ouvre le cycle du côté de chez Swann. Il me fallut rejoindre en courant mon père et mon grand-père qui m'appelaient, étonnés que je ne les eusse pas suivis dans le petit chemin qui monte vers les champs et où ils s'étaient engagés. Je le trouvais tout bourdonnant de l'odeur des aubépines. La haie formait comme une suite de chapelles qui disparaissaient sous la jonchée de leurs fleurs, amoncelées en reposoir. Au-dessous d'elles, le soleil posait à terre un quadrillage de clarté, comme s'il venait de traverser une verrière. Leur parfum s'étendait, aussi onctueux, aussi délimité en sa forme, que si j'eusse été devant l'autel de la Vierge, et les fleurs, aussi parées, tenaient chacune d'un air distrait son étincelant bouquet d'étamines, fines et rayonnantes nervures de style flamboyant, comme celles qui, à l'église, ajouraient la rampe du jubé ou les meneaux du vitrail et qui s'épanouissaient en blanche chair de fleurs de fraisier. Combien naïves et paysannes en comparaison sembleraient les églantines, qui dans quelques semaines monteraient elles aussi en plein soleil le même chemin rustique en la soie unie de leur corsage, rougissant qu'un souffle défait. Mais j'avais beau rester devant les aubépines à respirer, à porter devant ma pensée qui ne savait ce qu'elle devait en faire, à perdre, à retrouver leur invisible et fixe odeur, à m'unir au rythme qui jetait leurs fleurs ici et là avec une allégresse juvénile et à des intervalles inattendus, comme certains intervalles musicaux, elle m'offrait indéfiniment le même charme, avec une profusion inépuisable, mais sans me le laisser approfondir davantage, comme ces mélodies qu'on rejoue 100 fois de suite, sans descendre plus avant dans leur secret. Je me détournais d'elles un moment, pour les aborder ensuite avec des forces plus fraîches. Je poursuivais jusque sur le talus qui, derrière la haie, montait en pente raide vers les champs, quelques coquelicots perdus, quelques bluets restés paresseusement en arrière, qui le décoraient çà et là de leurs fleurs, comme la bordure d'une tapisserie, où apparaît clairsemé le motif agreste qui triomphera sur le panneau. Rares encore, espacés comme les maisons isolées qui annoncent déjà l'approche d'un village, ils m'annonçaient l'immense étendue où déferlent les blés, où moutonnent les nuages, et la vue d'un seul coquelicot, hissant au bout de son cordage et faisant cingler au vent sa flamme rouge, au-dessus de sa bouée graisseuse et noire, me faisait battre le cœur, comme au voyageur qui aperçoit sur une terre basse une première barque échouée que répare un calfat, et s'écrie, avant de l'avoir encore vue, « La mer !»
Le cycle romanesque de la recherche ambitionnait sans conteste de construire une véritable cathédrale. En témoigne cette analyse d'Adrien Goetz dans le petit livre intitulé « Un été avec Proust ». Voici ce qu'il écrit. Proust, d'une certaine manière, se rêve peut-être en écrivain national comme l'a été Hugo. Il l'est devenu aujourd'hui. Cette ambition se trahit aussi dans l'idée de faire une cathédrale, comme Claude Monet, en train de devenir le plus grand peintre français, invente sa série des cathédrales de Rouen. Cette idée de la cathédrale qui transforme l'écrivain en humble artisan bâtisseur est cruciale. Il en parle dans une lettre incroyable envoyée au comte Jean de Guigneron, peintre, collectionneur et homme du monde. Voici ce qu'écrit Proust. « Quand vous me parlez de cathédrale, je ne peux pas ne pas être ému d'une intuition qui vous permet de deviner ce que je n'ai jamais dit à personne et que j'écris ici pour la première fois, c'est que j'avais voulu donner à chaque partie de mon livre le titre Porche 1, vitraux de l'abside, etc., pour répondre d'avance à la critique stupide qu'on me fait du manque de construction dans des livres où je vous montrerai que le seul mérite est dans la solidité des moindres parties. J'ai renoncé tout de suite à ces titres d'architecture parce que je les trouvais trop prétentieux. Mais je suis touché que vous les retrouviez par une sorte de divination de l'intelligence. » En témoigne aussi cette page du temps retrouvé, dernier volume du cycle. Mais pour en revenir à moi-même, je pensais plus modestement à mon livre, et ce serait même inexact que de dire, en pensant à ceux qui le liraient, à mes lecteurs, car ils ne seraient pas, selon moi, mes lecteurs, mais les propres lecteurs d'eux-mêmes, mon livre n'étant qu'une sorte de ces vers grossissants, comme ceux que tendait à un acheteur l'opticien de Combray. Mon livre, grâce auquel je leur fournirais le moyen de lire en eux-mêmes, de sorte que je ne leur demanderai pas de me louer ou de me dénigrer, mais seulement de me dire si c'est bien cela, si les mots qu'ils lisent en eux-mêmes sont bien ceux que j'ai écrits. Les divergences possibles à cet égard ne devant pas du reste provenir toujours de ce que je me serais trompé, mais quelquefois de ce que les yeux du lecteur ne seraient pas de ceux à qui mon livre conviendrait pour bien lire en soi-même. Et, changeant à chaque instant de comparaison selon que je me représentais mieux et plus matériellement la besogne à laquelle je me livrerais, je pensais que sur ma grande table de bois blanc, regardée par Françoise, comme tous les êtres sans prétention qui vivent à côté de nous, ont une certaine intuition de nos tâches, et j'avais assez oublié Albertine pour avoir pardonné à Françoise ce qu'elle avait pu faire contre elle, je travaillerais auprès d'elle, et presque comme elle, du moins comme elle faisait autrefois. Si vieille maintenant, elle n'y voyait plus goutte, car en épinglant ici un feuillet supplémentaire, je bâtirais mon livre, je n'ose pas dire ambitieusement comme une cathédrale, mais tout simplement comme une robe. Livrons alors un dernier pan de cette robe intensément poétique dans un extrait, à travers un extrait du volume À l'ombre des jeunes filles en fleurs. À cause de la trop grande lumière, je gardais fermés le plus longtemps possible les grands rideaux violets qui m'avaient témoigné tant d'hostilité le premier soir. Mais comme, malgré les épingles avec lesquelles, pour que le jour ne passât pas, Françoise les attachait chaque soir, et qu'elle seule savait défaire, comme, malgré les couvertures, le dessus de table en cretonne rouge, les étoffes prises ici ou là qu'elle y ajustait, elle n'arrivait pas à les faire joindre exactement. L'obscurité n'était pas complète, et il laissait se répandre sur le tapis comme un écarlate effeuillement d'anémones, parmi lesquels je ne pouvais m'empêcher de venir à l'instant poser mes pieds nus. Et sur le mur qui faisait face à la fenêtre et qui se trouvait partiellement éclairé, un cylindre d'or, que rien ne soutenait, était verticalement posé et se déplaçait lentement comme la colonne lumineuse qui précédait les Hébreux dans le désert. Je me recouchais.
obligés de goûter sans bouger, par l'imagination seulement, et tous à la fois, les plaisirs du jeu, du bain, de la marche, que la matinée conseillait. La joie faisait battre bruyamment mon cœur comme une machine en pleine action, mais immobile, et qui ne peut que décharger sa vitesse sur place en tournant sur elle-même. Je savais que mes amis étaient sur la digue, mais je ne les voyais pas, tandis qu'elles passaient devant les chaînons inégaux de la mer, tout au fond de laquelle est perchée au milieu de ces cimes bleuâtres comme une bourgade italienne, se distinguait parfois, dans une éclaircie, la petite ville de Rivebelle, minutieusement détaillée par le soleil. Je ne voyais pas mes amis, mais tandis qu'arrivait jusqu'à mon belvédère l'appel des marchands de journaux, des journalistes comme les nommait Françoise, les appels des baigneurs et des enfants qui jouaient, ponctuant à la façon des cris des oiseaux de mer le bruit du flot qui doucement se brisait, je devinais leur présence, j'entendais leur rire enveloppé comme celui des Néréides dans le doux déferlement qui montait jusqu'à mes oreilles. Nous avons regardé, me disait le soir Albertine, pour voir si vous descendriez, mais vos volets sont restés fermés, même à l'heure du concert. À 10 heures, en effet, il éclatait sous mes fenêtres. Entre les intervalles des instruments, si la mer était pleine, reprenait, coulé et continu, le glissement de l'eau d'une vague qui semblait envelopper les traits du violon dans ses volutes de cristal et faire jaillir son écume au-dessus des échos intermittents d'une musique sous-marine. Je m'impatientais qu'on ne fût pas encore venu me donner mes affaires pour que je puisse m'habiller. Midi sonnait, enfin arrivait Françoise. Et pendant des mois de suite, dans ce Balbec que j'avais tant désiré, parce que je ne l'imaginais que battu par la tempête et perdu dans les brumes, le beau temps avait été si éclatant et si fixe que quand elle venait ouvrir la fenêtre, j'avais pu toujours, sans être trompé, m'attendre à trouver le même pan de soleil plié à l'angle du mur extérieur et d'une couleur immuable qui était moins émouvante, comme un signe de l'été, qu'elle n'était morne, comme celle d'un émail, inerte et factice. Et, tandis que Françoise ôtait les épingles des impostes, détachait les étoffes, tirait les rideaux, le jour d'été qu'elle découvrait semblait aussi mort, aussi immémorial qu'une somptueuse et millénaire momie que notre vieille servante n'eût fait que précautionneusement désemmailloter de tous ses linges avant de la faire apparaître, embaumée dans sa robe d'or.
Ajoutons pour finir que 3 des personnages principaux du cycle de la recherche incarnent, là encore de manière récurrente, 3 grands domaines de la création: la peinture, avec Elstir, on l'a dit, l'écriture romanesque avec le personnage de Bergotte, et la musique avec le personnage de Vinteuil. Étant donné l'importance de la musique dans la recherche, une seconde émission lui sera spécifiquement consacrée. Justement, vous avez pu entendre aujourd'hui quelques extraits de certaines des œuvres que Proust connaissait et qui l'auront inspiré. Tout d'abord de Camille Saint-Saëns, la fantaisie pour violon et harpe, interprétée par Paul Wang au violon et Bridget Kibet à la harpe. Ensuite, de cet ami de Proust, Reynaldo Hahn, la sonate pour violon et piano, son 3e mouvement, interprété au violon par Denis Clavier et au piano par Dimitri Saroglou. Et enfin, vous avez pu entendre un des 9 préludes de Gabriel Fauré, le 3e prélude opus 103. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.